L'année dernière, vous avez été nombreux à témoigner de votre amour pour cette chaîne grandissante qu'est la chaîne Jeux en carton. Et comme de l'amour naît souvent le sel de la réussite, Putain, c'est toujours de la merde quand j'écris. Vraiment que je m'en cantonne à ce que je fais habituellement. Là, alors, on va voir qui je pourrais demander. ChatGPT. Tiens, ChatGPT en 700 caractères avec un ton plutôt universitaire. Trouve-moi une bonne intro pour un top flop jeu de société. Putain, c'est long. Je ne peux pas générer une telle requête. Trop de requêtes concernant le jeu de société ont été demandées. Ah merde. Bon, comment est-ce qu'on va s'y prendre cette fois-ci ? Une expérience réussie à mon sens et qui mérite clairement un coup d'œil, voilà, pour Anunnaki, donc qui reste devient top 3 de cette première partie d'année. C'est nerveux, c'est riche, le thème, bon, il passe un petit peu à côté, ok, c'est beau, c'est coloré, etc., mais on se sent pas incarner un personnage du monde du lore d'Alice, voilà, c'est pas comme ça que je le ressens en tout cas. Néanmoins, voilà, c'est un jeu qui est très nerveux, qui donne une grosse ambiance autour de la table, beaucoup de tension, et c'est vraiment ça qui est plaisant. C'est riche, voilà. La Cross Wars Renaissance, c'est riche, je m'arrête là parce que j'en ai déjà parlé longuement en vidéo, mais clairement, c'est une expérience unique, et c'est finalement ce que j'aime. C'est, je recherche ces expériences-là. Je recherche ces expériences uniques, c'est que vous allez mettre sur la table, ça plaît pas. C'est pas grave, tout le monde n'a pas été convaincu autour de moi, attention, je préfère le dire, tout le monde n'a pas été convaincu autour de moi parce que c'est un jeu qui va générer des avis. Voilà, c'est pas un jeu qui va laisser indifférent. Avant de démarrer, je vais vous donner mes règles. Les règles qui régissent finalement ce type de contenu qui sont les tops. Ce top va commencer par un top et flop du deuxième semestre de cette année 2024 puisque un premier avait déjà vu le jour au mois de juin, le lien devrait se trouver dans la description, si je n'ai pas oublié bien évidemment. Et à la fin de la vidéo, on empile les jeux de telle manière à vous montrer ce qu'est mon top de cette année 2024, tout simplement. On commence avec un truc que je ne vous ai pas encore montré sur la chaîne, et je suis assez content de pouvoir vous en parler tout de même. Dune, Guerre pour Arrakis. Ouais, Dune, alors ça, tu vois, tu peux le prendre comme ça, et tu peux le prendre comme ça. Et ça, c'est trop bien. C'est un détail, et j'aime les détails, je te le dis. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? 2 joueurs exclusifs. Ah non, tu peux jouer à 4, mais franchement, pour moi, ça c'est du 2 joueurs. Comme Star Wars Rebellion, par exemple. C'est un jeu qui reprend, donc c'est par les auteurs de La Guerre de l'Anneau, donc sur le thème de Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Ici, on va donc devoir diriger soit les Harkonnen, soit les Atreides couplés aux Fremen. Si tu as vu le film, lu le bouquin, tu sais de quoi je parle. L'idée c'est que les Harkonnen sont soutenus par l'empereur, et donc ils ont une belle économie, on ne peut pas se mentir, ils ont un soutien militaire très important, et donc eux vont pouvoir réaliser plus d'actions parce qu'ils auront plus de dés à placer. Parce qu'ici on est sur du placement de dés, enfin plutôt du lancer de dés que tu vas placer suivant ce qu'il va y avoir. Ouais. Alors que les Atreides, eux, auront toujours 4 dés. 4 dés, ni plus, ni moins. Mais voilà, ils ont un peu moins de troupes. Par contre, leurs troupes peuvent se cacher dans le sable. Sympa. Ils peuvent chevaucher les vers des sables pour pouvoir se déplacer un peu plus vite. Très cool. Et ici, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. Les 2 clans vont avoir des objectifs qui sont différents. C'est du jeu asymétrique. Les Harkonnen, eux, vont avoir des points de suprématie à récupérer. Au bout de 10, ils remporteront la victoire. Et comment ça se passe? Eh bien, ils vont devoir annihiler les Sietch Fremen qui rapporteront des points, donc qui sont les bases Fremen, qui remporteront des points en fonction de leur niveau. À côté de ça, en face de ça plutôt, les Atreides, eux,
vont tenter de mettre leurs marqueurs. Donc ils ont 3 marqueurs, un marqueur de préscience, un marqueur de peuple du désert et un marqueur du djihad, et ils vont piocher une carte qui vont leur dire, qui va leur dire à quel niveau doivent se trouver ces 3 marqueurs pour remporter la victoire. Pour faire évoluer ces marqueurs, ils vont devoir réaliser notamment des missions. Il y a des missions qu'ils vont pouvoir accomplir du type il faut avoir tel machin à tel endroit à la fin du round, ce genre de choses là, accomplir, réussir 2 combats d'un coup, enfin bref, je te la donne au hasard, mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer, pour faire donc progresser ces différents marqueurs et tenter d'accomplir son objectif. Et donc ça joue sur une mécanique de placement de dés. On va lancer les dés, on va avoir des symboles dessus qui correspondent à des actions, on les place sur notre plateau, et chacun notre tour, en commençant par les Harkonnen, on va jouer donc des actions. Les Atreides, eux, ont la possibilité, les Atreides Fremen, de jouer l'action des vers des sables. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir placer des petits marqueurs qui leur permettront de se déplacer plus rapidement, mais aussi ils vont pouvoir déplacer les vers des sables déjà présents, et voire même attaquer avec, pour pouvoir vraiment gêner les Harkonnen. Et c'est autour de ça que ça va fonctionner, et je trouve que d'une War pour Arrakis, Guerre pour Arrakis, j'ai fait un mélange des deux, désolé pour ça, c'est un jeu qui est hautement stratégique, qui est parfaitement réussi et qui épouse merveilleusement bien le thème. Vous avez vraiment ces Atreides Fremen qui dansent un peu sur le sable, qui se déplacent très rapidement mais qui sont en sous-nombre, à côté des Harkonnen qui eux sont forcément en surnombre, mais qui ont beaucoup plus de mal à se déplacer et devront utiliser les ornithoptères, mais voilà, c'est avec parcimonie. Et à côté de ça, ils vont devoir, en plus de ça, récolter de l'épice pour satisfaire les grandes maisons qui les attendent. Bah oui, parce que ils ont des moissonneuses. Les moissonneuses, ils vont les mettre dans le sable, ils vont collecter de l'épice pour pouvoir les satisfaire. S'ils n'arrivent pas à satisfaire certaines maisons, ils vont perdre en relation et donc perdre des dés et subir des malus pendant un round entier. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il va falloir surveiller de près, que ce soit pour les Harkonnen ou les Atreides en face, qui vont tenter donc d'éliminer ces différentes moissonneuses pour un peu contrecarrer les plans des Harkonnen en limitant leurs possibilités et en leur infligeant des malus. Voilà, à côté de ça, vous avez un matériel qui est assez fou, une thématique qui est vraiment bien exploitée, et un jeu qui est hautement stratégique, qui ressemble à rien d'autre, si ce n'est à la Guerre de l'Anneau. Moi, j'ai des grosses vibes de Star Wars Rebellion avec ça, ce ne sont pas les mêmes jeux, mais c'est vraiment le type de jeu, le type de jeu que j'adore. Voilà pour Guerre sur Arrakis, donc qui est mon top 3 de cette mi-année, de cette deuxième mi-année, de ce deuxième semestre 2024. Je poursuis avec un jeu dont je vous ai chanté les louanges il y a peu de temps. Genre vraiment très peu de temps. Au moment où je tourne cette vidéo, ça doit faire 2 semaines peut-être. Plus ou moins. Même pas. Je te parle d'une adaptation d'un jeu vidéo qui... ça. Dead Cells, chez Scorpion Masqué. Donc ça, c'est un jeu vidéo à l'origine. Vous le savez peut-être, vous ne le savez pas. Je n'en sais rien, je ne peux pas savoir. N'hésite pas à me le dire là-dessous si tu connaissais le jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, Dead Cells, donc, c'est une adaptation d'un jeu vidéo qui est un roguelite. Le roguelite, c'est un genre qui nous propose de commencer à jouer, de perdre et de recommencer en étant meilleur et de perdre, et voilà, avec une certaine forme de progression au fur et à mesure que l'on va évoluer. Et donc, autour de ça, dans Dead Cells, vous allez devoir donc faire des runs, ce qu'on appellera des runs, donc c'est dans les roguelites, c'est comme ça que ça s'appelle, donc des parties, on va aller du départ jusqu'à le plus loin possible, affronter un boss, vaincre un boss, et remporter ce qu'on appellera des cellules, et ces cellules nous permettront d'aller chercher donc des cartes dans des decks spécifiques. Donc on a tactique, on a furtivité, je sais plus exactement, bref je dis peut-être des conneries, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est rouge, vert, violet. On va piocher la carte du dessous et donc il se passera quelque chose, peut-être des nouvelles cartes dans nos decks, peut-être des choses que l'on va améliorer au début de partie, des conditions nouvelles qu'on va glisser dans notre plateau principal avec des sleeves, voilà, qui nous permettront donc d'aller, de commencer dans de meilleures conditions. On va avoir des quêtes aussi qui seront à accomplir, ce genre de choses-là. C'est un jeu donc qui est évidemment coopératif, mais qui se joue très bien en solo. En solo, vous allez jouer un personnage qui s'appelle Serenade, qui est une sorte voilà, d'automa qui va être avec vous, qui va tenter de combattre, mais ça fonctionne aussi évidemment très bien en coopératif. On va se répartir les tâches lorsqu'il s'agit du combat, parce qu'on aura une communication qui est assez limitée, mais en combat, donc on va jouer suivant plusieurs rounds de frappe, grosso merdo, et ces cartes de combat que l'on possède, on va les jouer sur la table, on va en jouer qu'une seule, et sur ces cartes, on aura les 3 rounds qui sont donc indiqués, et qui donneront votre conduite, en tout cas, pendant le combat, que ce soit des tatanes que vous allez mettre, que ce soit du loot que vous allez récupérer, du soin, etc. Donc il faudra bien se coordonner avec vos coéquipiers pour pouvoir avancer dans Dead Cells. Donc vous allez perdre beaucoup,
évidemment, vous allez perdre encore, et jusqu'à arriver au moment extrêmement grisant où vous allez affronter, donc, et réussir à remporter un combat contre un boss qui vous permettra donc de commencer plus loin, donc un peu plus loin dans certains biomes, parce que vous allez parcourir des biomes qui sont des niveaux, voilà, au fur et à mesure vous allez progresser, vous allez commencer plus loin pour aller encore plus loin dans la difficulté, et pour pouvoir affronter tout ce que vous pouvez affronter, bref. Dead Cells, c'est extrêmement frénétique, c'est une excellente adaptation, ce que je disais dans la vidéo, c'est que je pense la meilleure adaptation de jeu vidéo que je connaisse, c'est celle-ci. Voilà, c'est comme ça, je te le donne. Comme ça, je te le donne. Et derrière ça, vous avez un jeu qui est très intéressant, alors vraiment je partais avec un a priori très fort, parce que je l'avais testé sur Tabletopia, qui est vraiment une purge absolue pour tester les jeux de société. Et après l'avoir testé là, je peux vous dire que c'est une perle, ce Dead Cells, si vous aimez le genre, évidemment. Si vous n'êtes pas fan du roguelite, et si c'est un peu quelque chose qui vous gonfle, bah clairement ça sera pas pour vous. Par contre, si vous êtes prêt à vous lancer dans ce type d'aventure où vous allez faire progresser votre personnage encore et encore, en recommençant encore et encore, que ce soit en solo ou en coopération, et bien là, vous avez probablement la meilleure proposition qui existe. Et je termine par ce top 1, un jeu qui, me semble-t-il, est sorti vraiment tout juste entre juin et juillet, mais je l'ai eu un petit peu après en VF. Je vais te parler d'un jeu qui, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en financement participatif, et je me suis dit, je veux ça. Je veux ça. C'était viscéral. Il me fallait ce truc. Pour autant, les coûts étaient assez prohibitifs, parce que il n'y avait pas de version française en plus de ça, ça venait des États-Unis, etc. Les frais de port, c'était assez ouf. Et finalement, quelqu'un s'est dit, mais si on localisait ça, ça serait pas mal. Et moi, j'ai dit, bah ouais, ça serait pas mal. Mais tout le monde s'en fout de ce que je dis. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça c'est de la bombe. Je te le dis, je te l'ai redit, je te le redis encore, et je te le mets sous le nez, là. Regarde. Alors ça brille, regarde. Cette boîte comme elle est belle. Regarde comme elle est belle. Ça, c'est Return to Dark Tower. Et ouais, ce sera mon top 1 de ce deuxième semestre. Pourquoi ? Parce que je dois faire juste un petit point. C'est que j'ai trouvé, cette année, c'est mon avis, et j'attends en commentaire ce que tu me donnes le tien. J'ai testé pas mal de choses. C'est l'année durant laquelle j'ai testé le plus de jeux, très clairement différents. Voilà. Mais cette année, je n'ai pas été excessivement surpris. J'ai découvert beaucoup de jeux qui se ressemblaient, avec des petits trucs en plus qui font voilà, une différence, mais je n'ai pas été subjugué par ce qui a été proposé cette année. On a vu Dead Cells, lui, en effet, arrive avec quelque chose de nouveau qui me paraissait impossible, adapté à un roguelite en jeu de plateau, et ça fonctionne très bien. Mais vraiment, l'expérience à part, j'ai eu du mal à la trouver, mais je l'ai trouvé là-dedans, dans Return to Dark Tower. Donc qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? C'est un jeu coopératif, encore une fois, dans lequel on va devoir affronter la tour. Une tour donc gigantesque, avec des piles à l'intérieur, ça fait vraiment jouer des années 80. Return to Dark Tower, c'est un jeu, c'est une réédition, donc c'est Restoration Games à l'origine qui propose ça, qui ont pour ligne directrice de réadapter des jeux comme Thunder Road Vendetta, comme Unmatched par exemple, pour en faire des jeux au goût du jour. Et ici, donc, Return to Dark Tower, on va incarner des sortes d'aventuriers, et on va devoir donc affronter la tour. Et comment ça se passe ? On a une application qui est obligatoire, et vous allez devoir donc progresser au fur et à mesure, sauf que vous avez, pendant votre tour, vous allez pouvoir vous déplacer, réaliser une action, et vous avez en plus de ça, en fonction de là où ce que vous terminez, une action supplémentaire à réaliser si vous êtes sur un lieu. L'idée, c'est que vous allez devoir donc résoudre des quêtes. Il y a des quêtes qui vont arriver, qui vont être induites par l'implication, des quêtes de personnages qui permettront d'avoir des compagnons, voire des quêtes d'adversaires, qui sont les quêtes de l'adversaire, c'est le boss final, qui vont être des choses à résoudre pour éviter que la situation s'aggrave et que ça soit plus compliqué de jouer. À côté de ça, vous allez avoir des ennemis qui vont apparaître sur le plateau, et ces ennemis, si vous ne les éliminez pas, eh bien à certains moments du jeu, l'application vous dira bah, ces ennemis réalisent tel méfait, et donc risquent de vous impacter de manière négative de telle manière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque l'on joue à plusieurs, c'est vraiment dans l'idée d'aller oxyre finalement, et de nettoyer le terrain, tout en faisant attention à ne pas collecter trop de crânes sur les bâtiments. Oui, parce que à chaque fois que tu as terminé un tour, tu prends ton petit crâne, tu le places dans la tour, et le crâne va éventuellement sortir sur le plateau. Et ça, il va falloir le prendre, le placer sur un bâtiment. Si on a 4 sur un bâtiment, le bâtiment est détruit, et vous allez prendre des cartes corruption, qui sont des cartes qui vont vous courir à votre perte. Si vous en avez trop, vous allez perdre, et dans ce cas-là, tout le monde a perdu.
Le truc, c'est que cette tour, elle va évoluer au fur et à mesure. Pourquoi ça? Parce que lorsque vous allez progresser au fur et à mesure des tours, on va vous demander de retirer des portes coulissantes qui se trouvent sur cette tour-là, ce qui permettra au crâne de descendre plus facilement sur le plateau, parce que certains resteront coincés à l'intérieur, mais aussi de permettre à certains glyphes d'apparaître en face des joueurs, et si c'est le cas, et bien dans ce cas-là, pour réaliser l'action qui correspond au glyphe, ça leur coûtera plus cher. Donc ça sera plus difficile. Et en plus de ça, la tour va tourner au centre pour faire bouger ses glyphes, faire sortir des crânes, etc. etc. Lorsque l'on a réussi à accomplir la quête principale, qui est celle qui permettra de faire apparaître le boss, il faudra donc aller le vaincre. Et voilà comment ça va se passer. Il y a d'autres choses évidemment, on va faire des explorations de donjons, tout ça. Le matos est dingue, très clairement. La tour, ça fait totalement son effet, et c'est pas juste waouh au début, hein. Vous continuez d'y jouer, c'est toujours aussi fun. Vous avez l'application qui fonctionne très bien, maintenant il y a même la possibilité de changer les sons, de mettre du 8 bits, je trouve ça absolument génial. Bref, ici on a une expérience qui est vraiment unique. Alors, sur un fond un peu de Pandemic System, vous voyez, dans l'idée où on va se déplacer à des endroits pour pouvoir nettoyer comme on le ferait dans Pandemic, mais c'est vraiment tout ce qui lui emprunte finalement, parce qu'on est vraiment dans un jeu de sauve qui peut. Moi je conseille d'y jouer directement en difficile si vous êtes un habitué de ce type de jeu là. Si par contre vous débutez, eh bien, très clairement le niveau classique fonctionnera bien, mais au bout d'un moment vous resterez sur votre faim, parce que si vous êtes habitué, eh bien ça va être un petit peu trop simple. Directement au niveau difficile, vous jouez bien avec les différents personnages, avec les différents pouvoirs des différents personnages, et ici vous avez un jeu qui est extrêmement complet, extrêmement original, qui ne ressemble à rien d'autre dans votre ludothèque, et c'est pour ça que j'en fais mon top 1 de ce deuxième semestre 2024. Le livre de règles est infâme, par contre je le redis, je l'ai dit dans la vidéo, le livre de règles est infâme. C'est vraiment difficile de s'y mettre. J'ai mis du temps à m'y mettre, alors que le jeu il est d'une simplicité. Il est simple le jeu. Il est simple, pas simple mauvais, juste simple. Le livret de règles il est pas simple. Il y a des moments où on répète 3 fois la même chose, et j'exagère même pas, il y a des encarts où 3 fois c'est répété la même chose. C'est l'ennui. Et là c'est l'ennui. C'est l'ennui, c'est raté. Donc c'est pas des soirées 4 joueurs qu'on va passer voilà, en diablé, non, vraiment on s'est ennuyé. Et c'est vraiment une déception parce que le jeu est magnifique, il est superbe, il est très beau, il propose beaucoup de choses qui sont sur le papier novatrices. Malheureusement, à l'exécution, c'est raté, et finalement c'est juste un emprunt de licence qui à mon sens est totalement raté. On a un jeu qui sera totalement à oublier à mon sens. Et maintenant, on va pas perdre les bonnes habitudes, on fait généralement un flop 3, et on va faire ce flop 3. Cette année, ça a été un peu plus rude pour moi de vous trouver 3 flops. Pourquoi? Parce que un flop pour moi c'est quelque chose que tu attends. Il y a des jeux que tu n'attends pas et qui sont pas bons, ou que tu ne trouves vraiment pas bons, qui sont catastrophiques même selon toi. Pour autant, ça n'en fait pas des candidats à des flops, parce que tu n'en attendais absolument rien. Et donc à partir de là, difficile de dire que c'est un flop. Qui dit flop, dit hype, à minima. Et aujourd'hui, je t'ai trouvé 3 jeux, voilà. 3 jeux qui m'ont déçu, mais il y en a un qui va faire grincer des dents, et j'en suis bien désolé. Mais en fait non, je suis pas désolé, je fais ce que je veux. Mais d'abord, on perd pas les bonnes habitudes. Casser son. Là. Parce que non, là, on n'est pas content. Pas content. Calmons-nous. Je vais commencer et je vais être assez bref sur le sujet parce que j'en ai parlé il y a très très peu de temps. Mais forcément, vis-à-vis de mes attentes énormissimes autour du jeu, qui est vraiment probablement l'une des plus grosses attentes que j'avais cette année, je ne peux être qu'un tantinet déçu. Donc ce sera un flop 3 gentillet. C'est pas un gros flop, c'est juste que j'ai énormément d'attentes et que le soufflet est un peu retombé à ce moment-là. Je vais te parler de ça. ISS Vanguard. Alors, il n'y a pas si longtemps, je te disais que je venais à peine de commencer, je n'ai pas fait de review d'ailleurs, parce que voilà, il faut que je l'explore un petit peu plus. Bon, j'ai exploré un petit peu plus, et je dois bien t'avouer que je suis pas totalement emballé par l'idée. Mais, je te dis que c'est un petit flop. Toi, dans le sens du poil. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas, à mon sens, ISS Vanguard, c'est un jeu où il faut être nombreux pour y jouer. Il faut être à minima 3. Voilà. Sinon, ça devient une tannée de faire des manipulations, et c'est quelque chose qui me gonfle profondément désormais de faire des manipulations comme ça.
Et donc ISS Vanguard, c'est un jeu d'exploration spatiale dans lequel vous allez suivre une aventure narrative qui est très riche pour le coup, avec des embranchements, des choix que vous allez pouvoir faire, et des choix aussi dans les directions que vous allez pouvoir prendre, sur quelle planète vous voulez atterrir, etc. Parce que l'idée c'est bien ça, c'est de faire de l'exploration spatiale en suivant une trame scénaristique. Et donc pour ça, vous allez incarner un personnage qui vient d'une sorte de division, voilà, vous avez les divisions des ingénieurs, divisions des chercheurs, etc. Mais ça, c'est un tout petit pan de ce que représente ISS Vanguard. ISS Vanguard va vous proposer donc de gérer vos explorations par le biais d'un système grosso merdo Ameritrash avec gestion de dés, et d'un autre côté, d'aller gérer le vaisseau principal en utilisant un système de classeurs avec des intercalaires. Et là, vous allez avoir cette gestion-là est une partie très importante du fonctionnement d'ISS Vanguard. Donc vous allez pouvoir passer plusieurs heures à gérer ce vaisseau, en mettre des cartes, à retirer des cartes, à attribuer des personnages, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que ce n'est pas un jeu qui va en ligne droite, ISS Vanguard. C'est pas vous prenez la boîte et vous allez faire scénario après scénario. Non, vous allez vraiment faire votre exploration. Déjà, bon, ça peut vous prendre 3-4 heures, attention, déjà rien que ça. Ensuite, vous allez vous retrouver sur le vaisseau, donc à devoir trier tout ce que vous avez récupéré pendant votre exploration. Après ça, il va falloir gérer aussi tout ce qui est partie atterrissage et équipement de votre vaisseau avant de descendre pour explorer de nouveau, décider d'où est-ce que vous allez atterrir avec un système d'analyse de la planète qui vous permet d'atterrir plus ou moins avec plus ou moins de connaissances, donc d'être un peu mieux préparé. Bref, ISS Vanguard, c'est extrêmement riche. Moi, là où je suis un peu refroidi, c'est qu'il propose énormément de manipulations. Il est nécessaire de tout faire dans ISS Vanguard, et ce que je disais dans la vidéo où j'en parlais il y a très peu de temps, c'est que c'est une forme de jeu vidéo où c'est vous qui codez le truc, quoi. C'est-à-dire que vous faites tout, vous faites les petites mains avec tout ce qui fonctionnerait mieux avec une manette en main. Et c'est quelque chose c'est un sentiment que j'ai du mal à me retirer. Je comprends l'intérêt ludique total, je comprends totalement l'intérêt ludique de ISS Vanguard et sa richesse. Pour autant, je prends de moins en moins de plaisir à le sortir, tant je le trouve difficile à manipuler, tant je le trouve lourd, et c'est quelque chose qui, pour le coup, me déçoit un peu, parce qu'en plus de ça, j'attends mon pledge français, ça c'est la version boutique, et donc j'avoue que je sais pas trop ce que je vais en faire. Le deuxième flop de cette partie d'année, c'est un jeu que je n'attendais pas. Alors ça va à contrario de ce que je t'expliquais au début. Pour autant, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ça peut être très sympa, un petit jeu à deux cartes à sortir, voilà. Bon, je te parle de Time Division. Donc Time Division, c'est un jeu pour 2 joueurs, c'est sorti il y a pas longtemps, et j'avais eu l'occasion de le tester dès mon retour de Vichy, et c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs dans lequel vous allez, donc ce sont des cartes, voilà, et je vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, ce jeu. Parce que déjà, on a une iconographie qui est assez infâme, qui est assez difficilement compréhensible, on jongle à droite, à gauche, en les différents symboles qui se trouvent sur le plateau et sur les différentes cartes, et finalement, j'ai pas trouvé une tension assez folle dans ce jeu-là pour pouvoir justifier le fait de me dire que j'avais envie d'y rejouer. Voilà, je me suis vraiment pas éclaté à jouer à ça, et en plus de ça, autour de ça, vous avez des choses assez absurdes. Par exemple, on a un décor en 3D pour ces cartes-là. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce truc-là. Je me dis pourquoi pas, s'il nous reste un peu de place sur les punchboards, de pouvoir se dire ok, je vais rajouter quelques petits décors histoire d'agrémenter le truc, mais là, pour le coup, ça n'a aucune forme d'intérêt. Et finalement, Time Division, j'ai toujours cette sensation que on nous propose un jeu qui essaie de nous en foutre plein la tronche avec du matos, tant le jeu en lui-même n'est pas si terrible. Et donc ça va être une question voilà, quand on va jouer des cartes, on va accomplir des effets, mais en fonction de la valeur de la carte, c'est nous, notre adversaire, qui va prendre la décision pour nous de soit jouer notre carte et de conserver la sienne en tant que point de victoire, ou l'inverse, ou inversement. Donc ça peut être très intéressant, attention. Et les différents effets vont permettre de faire voyager des cartes à droite à gauche, de pouvoir en récupérer chez l'adversaire, et de faire tout un tas de choses différentes. Je vais pas m'étendre beaucoup plus dessus, parce que j'ai pas énormément joué dans le sens où vraiment je me suis pas éclaté. Mais bref, voilà, concernant Time Division, c'est ça en fait, c'est que j'ai pas grand chose à en dire. J'ai pas grand chose à en dire, tant c'est, à mon sens, beaucoup de poudre aux yeux pour pas grand chose en termes de gameplay. Bon, et puis pour le flop 1 de cette deuxième partie d'année, je pense que vous allez me voir venir. J'ai pas été très tendre avec le jeu, et je continue de penser que voilà, que ce que je veux. Hein. Certains d'entre vous l'avaient apprécié, certains d'entre vous l'avaient backé aussi, donc à l'époque sur Kickstarter. Moi, j'ai reçu la version boutique. Et donc, évidemment, je te parle de Divinus.
Divinus, donc, qui est un jeu de placement de tuiles. C'est un jeu narratif, voilà. C'est un jeu narratif qui propose donc sur le papier une expérience qui me semble assez intéressante dans l'idée où on va avoir donc des tuiles, enfin ça va être du placement de tuiles narratif à Legacy, voilà, avec application obligatoire. L'idée c'est que donc on va lancer les dés, on va aller récupérer des tuiles suivant un tableau qui va de 1 à 12, donc on a des D6, on va les lancer, les récupérer, etc. Les dés sont améliorables, les tuiles on va pouvoir coller des autocollants en fonction de ce qui nous arrive dessus, des autocollants que l'on pourra scanner par la suite pour pouvoir lire une trame narrative qui va avec, et tout ça sur fond, donc il y a 12 scénarios dans la campagne, et on progresse les uns après les autres, on a de nouvelles règles qui arrivent, etc. Ce que je lui reproche à Divinus, c'est que finalement c'est un petit jeu qui se veut très très grand. C'est un jeu qui va nous proposer une mécanique archi simple de placement de tuiles, donc ça fonctionne très bien sur certains Legacy, attention, hein, vous avez des jeux comme My City qui fonctionnent merveilleusement bien. Pour autant, ici, on est constamment pollué par la narration qui vient popper à des moments vraiment malvenus, donc qui arrive, vous êtes obligé de lire, vous êtes perdu, des fois vous savez même plus si c'est votre tour de jeu ou le tour de votre adversaire. À côté de ça, on va vous demander de coller 1 milliard d'autocollants à droite à gauche qui clairement va vous faire perdre énormément de temps, et en plus de ça c'est pas des choses forcément très passionnantes parce que vous avez des règles qui sont répétées à droite à gauche et des améliorations de dés, donc que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir coller des autocollants sur certaines phases des dés qui permettront de les améliorer, donc ça pourquoi pas, ça peut être très très cool, mais quoi qu'il en soit, je trouve que le jeu est totalement plombé par sa narration qui est pas très intéressante, qui couplée au fait d'avoir donc cette rythmique très bizarre où vous commencez à jouer sur un jeu très simple qui est bam plombé par une narration qui n'a rien à faire là, qui est beaucoup trop lourde par rapport à ce qui est proposé dans le jeu, et à côté de ça, donc ce système d'autocollants que l'on va coller par milliers, qui est beaucoup trop lourd, et autour de ça, donc une thématique qui est exploitée qu'à moitié, donc d'affrontement entre les Romains, les dieux grecs et les dieux nordiques. On comprend pas trop comment ça vient là, la narration est pas forcément très qualitative, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, moi j'ai pas du tout été emballé par ce truc là. Bref, voilà Divinus, qui sera donc le flop 1 de ce second semestre 2024. Et voilà les amis, le tour est joué et il est temps pour moi désormais d'empiler ces fameux jeux pour vous proposer un top visuel sur ce qu'est mon année 2024, les meilleurs jeux de l'année 2024 selon moi. Voilà, et on commence maintenant. Et voici les amis, donc mon top 2024 des jeux de société, vous le voyez pas, mais hop là-dessous, il y a bel et bien Anunnaki, donc ce sera la 6ème position, Wonderlands War, Black Rose Wars Renaissance, Dune, Guerre pour Arrakis en 3ème position, et en 2ème position, Dead Cells, et enfin mon top 1, Return to Dark Tower, concernant donc cette année 2024. N'hésite pas à liker, à t'abonner et également à commenter quelle est ta découverte, ta plus grande découverte de cette année et ta plus grosse déception. N'hésite pas à les glisser là-dessous. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en carton. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à la rejoindre et ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'ai plus qu'à vous dire, eh bien, à très bientôt les amis. Des bisous.